Bonjour les amis. Isabelle et Marc se sont mariés. Nous les avons accompagnés. À la fin de la cérémonie, vous êtes nombreux qui êtes venus vers eux pour les féliciter. Mais moi, je suis resté à l'écart. Pourquoi je reste à l'écart? Parce que pour moi, deux personnes qui se marient, ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas difficile de se marier. Je suis quelqu'un qui attend. Dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, je viens rendre visite aux mariés et je trouve qu'ils s'aiment toujours comme au premier jour. À ce moment-là, je vais les féliciter. Mais quand nous observons ce qui se passe au quotidien, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que ces deux-là qui s'étaient mariés avec enthousiasme, dès qu'on leur a donné l'occasion d'aller vivre ensemble, eh bien, ils commencent à se tourner les dos. Je voudrais que nous puissions répondre à la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est-il passé pour qu'ils en arrivent là? Il y a des gens qui, dès qu'ils se retrouvent ensemble, alors les vraies personnalités se révèlent. Parce que pendant la période des fiançailles, et encore pour ceux qui ont la période des fiançailles, ils ont été un peu dans l'hypocrisie, mais on a caché la vraie face. Et quand on se retrouve ensemble, on voit qu'il y a incompatibilité de caractère. Et cette incompatibilité vient aussi de la manière dont nous fonctionnons. Moi, comme vous, comme tous ceux que nous entendent, nous avons une certaine manière de fonctionner. Pour que vous puissiez comprendre ce que je vais vous dire, je voudrais dire un mot sur la notion de culpabilité. Dans la vie, on peut se tromper. Dans la vie, on peut faire du mal. Et je l'ai toujours dit, quand on a fait du mal, ce n'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas ressentir de la culpabilité. La culpabilité, c'est notre conscience qui nous interroge, qui nous prend. Et quand votre conscience travaille comme ça, vous ressentez une culpabilité. Donc, c'est vraiment sain de ressentir de la culpabilité. Et quand vous avez ressenti la culpabilité, vous allez éprouver aussi un besoin de réparation. Vous allez réparer la faute que vous avez commise. Et la réparation peut passer tout simplement par dire à votre partenaire, je te demande pardon pour cette parole de trop. Je te demande pardon pour ces gestes que j'ai posés. Ça, c'est la culpabilité qui nous permet d'arriver à ce niveau-là. Maintenant, j'en arrive au mode de fonctionnement. Vous avez des gens qui n'éprouvent pas la culpabilité. Si vous avez un mari qui ne se sent jamais coupable, allez savoir pourquoi. N'attendez jamais que cet homme vous demande pardon. Comment voulez-vous qu'il vous demande pardon? Il n'est pas coupable. Il ne ressent pas la culpabilité. Vous avez des gens aussi qui éprouvent la culpabilité, mais à l'autre extrême alors. Donc on se sent coupable de tout. À ce moment-là, on est l'ombre de son partenaire. Et ce n'est pas ça ce qu'il vous demande. Vous avez aussi des gens qui éprouvent de la culpabilité, mais qui ont des techniques pour effacer cette culpabilité-là, plutôt que de demander pardon. La conscience vous dit, ce que vous avez fait là n'est pas juste. Mais vous trouvez une raison pour convaincre votre conscience. Je donne un exemple. Vous avez pris un objet qui ne vous appartient pas. Et votre conscience vous dit, mon ami, ce que tu viens de faire là, c'est pas bien. Et vous dites à votre conscience, mais si je l'avais pris, quelqu'un d'autre l'aurait pris, donc autant le prendre déjà. Ça, c'est se corrompre soi-même. C'est donner des raisons pour ne pas se sentir coupable. C'est une forme de rationalisation. Donc, une première question dans la vie des couples, c'est de voir comment est-ce que l'un et l'autre fonctionnent. Est-ce que vous êtes sous le mode d'une culpabilité morbide? Est-ce que vous êtes d'une inconscience telle que vous n'êtes jamais coupable? Dans ces deux cas-là, ça va être difficile, hein, la vie à deux. Vous avez aussi des gens qui éprouvent, eux, de la jouissance à faire du mal aux autres.
Alors à ce moment-là, comment voulez-vous qu'il vous demande pardon? Pendant que vous pleurez, ça les réjouit. Donc, au niveau de la personnalité, on montre sa vraie personnalité. L'idéal, c'est d'avoir de l'honnêteté intellectuelle. Et quand on est honnête, on reconnaît là où on a mal agi. Quand on est honnête, on peut demander pardon à l'autre. Vous avez aussi des gens qui sont impulsifs. Les impulsifs, c'est des gens qui agissent d'abord et qui vont réfléchir après. Alors que l'idéal, ça serait de réfléchir avant d'agir. Alors, à ce moment-là, si c'est un impulsif, il agit et il réfléchit. Mais en réfléchissant, il se dit, c'est pas bien ce que j'ai fait. Mais en même temps, il est dans le mode de celui qui peut corrompre sa conscience. J'ai pas bien fait, mais c'est pas grave, hein, c'est lui qui m'avait provoqué. Donc il faut que sur le plan de la personnalité, l'un et l'autre trouvent comment harmoniser les violons. Ça, c'est un premier niveau, au niveau de l'incompatibilité ou de la compatibilité. Voir comment quelqu'un fonctionne, comprendre son mode de fonctionnement et essayer d'harmoniser. Si vous ne savez pas y arriver vous-même, d'autres peuvent vous aider. Lorsque vous cherchez des parrains de mariage, hein, ne cherchez pas seulement quelqu'un qui va vous donner un cadeau qui coûte cher. Il faut chercher quelqu'un qui lui-même vit de manière telle qu'il puisse être un modèle pour votre couple. Et les jours où vous avez des difficultés, vous allez chez lui, il est capable de vous guider, de vous donner de bonnes réponses, de vous aiguiller. Voilà donc une première cause qui peut amener des difficultés, c'est le problème de la compatibilité au niveau de la personnalité, de la manière d'être. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quoi? C'est les interférences extérieures, soit de la part de la famille, soit de la part des amis, soit de la part de l'entourage. Monsieur et madame s'entendent très bien. Vous pensez que ça arrange toujours les voisins? Non. Commence à vous critiquer. Lui, il est dominé par sa femme. Et vous, socialement, vous vous sentez faible alors à ce moment-là. Et pour montrer que vous êtes un homme vrai, alors vous commencez à avoir des gestes virils là où on ne vous les demande pas. Vous devenez sadique là où on ne vous demande pas. Comme ça, vous vous dites que c'est ça être un mec. Là, vous vous êtes laissé influencer par les amis. Ce n'est pas une bonne chose. C'est des amis toxiques. Dans ma culture à moi, dès qu'un jeune célibataire se marie, premier conseil, arrête de te promener avec les célibataires. Pourquoi? Parce que avec les célibataires, quand ils vont en boîte, ils peuvent en sortir à 6 heures du matin. Mais s'ils partent avec ses collègues mariés, peut-être qu'à 23 heures, l'un des mariés va dire, tiens, rentrons, nos épouses doivent nous attendre à 7 heures. Vous avez des gens qui viennent dans le mariage, mais ils n'ont pas coupé les cordons ombilicaux avec leur famille. Monsieur est resté le bébé de sa maman. La fille est restée le bébé de son papa. Vous en avez qui poussent loin. Vous êtes dans votre couple, hein, dans votre mariage, n'est-ce pas? Mais vous avez des interférences telles que les téléphones sonnent, eh bien, madame a des projets avec sa maman à elle. Monsieur a des projets avec son père à lui. Et votre partenaire dans la maison n'est pas au courant. Est-ce que vous comprenez cette logique-là? Mais même avec les biens séparés, vous avez vos problèmes dans votre maison. Vous faites votre budget. Vous avez cotisé. Mais s'il y a un reste qui est à chacun et à chacune, qu'avec le reste, vous voulez aider vos familles, mais oui, mais le partenaire doit être au courant. C'est pas bien que dans la maison, on soit dans des situations où madame est en train de traiter des problèmes avec sa famille, moi je ne suis pas au courant, ou moi je traite des problèmes avec la mienne et elle n'est pas au courant. Et même dans ces interférences-là, vous avez aussi des gens, ah bon, tu as acheté un pagne à ta femme, alors que moi, ta mère, tu ne m'as pas encore acheté le pagne. C'est pas sain tout ça. Une autre situation qui est beaucoup plus récurrente, d'après les témoignages que nous avons, c'est le fait que les garçons, comme la fille, n'ont pas été préparés pour la vie des couples qu'ils vont mener.
que ce soit à l'église, que ce soit à la commune, quand vous vous mariez, où on vous dit, maintenant vous êtes mariés, allez-y, donnez-nous des enfants. Et ces enfants-là, on ne va pas les trouver dans les jardins. Et là, on aborde les chapitres sexualité, qui dans certaines coutumes est considéré comme un sujet tabou dont on ne parle pas. Alors, puisque vous n'en avez pas parlé, les jeunes arrivent dans le couple avec des idées erronées par rapport à la sexualité. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ce qu'ils ont vu dans des films, ce qu'ils ont vu dans des revues, ce que les amis racontent. Ils n'ont pas une vraie connaissance, parfois même pas de leur corps. Ils ne connaissent pas leur corps, alors n'allez pas leur parler de la sexualité. Alors à ce moment-là, on entend des plaintes de toutes sortes. Oui, mais mon homme, il ne dure jamais. Éjaculation précoce. Oh, mais il est comme un bois mort, comme une planche, il ne bouge pas. Voilà, accusation mutuelle. Et on se jette la balle. Alors, soit on a la chance de consulter, et là on peut vous aider parce qu'il y a des choses, des techniques pour aider. Ou alors, vous commencez à vous jeter la balle. Et ce n'est pas en vous jetant la balle, en cherchant la culpabilité en face, que vous aurez trouvé des solutions. Mais c'est en consultant des experts avec un problème précis que nous allons vous aider. Aider quelqu'un qui est dans le couple, aider quelqu'un qui papillonne, ce n'est pas la même chose. Parce que dans les couples, on va vous demander d'abord de connaître votre partenaire. On va vous demander d'abord de faire en sorte que l'acte lui-même que vous allez poser là soit un langage, qu'il exprime quelque chose. Est-ce que l'acte exprime l'amour ou est-ce que l'acte exprime des conquêtes? Si l'acte exprime de l'amour, eh bien, l'acte mérite d'être préparé. Lorsque les joueurs de foot sont en train de livrer un match, vous allez voir un moment l'entraîneur qui appelle un joueur qui était sur le banc. Il lui fait signe et vous voyez les joueurs qui commencent à se réchauffer. En cette matière-là, il y a aussi le réchauffement. Le réchauffement, c'est une phase préparatoire qui permet que le corps soit apte à accueillir l'autre. Et il y a des signes extérieurs par lesquels on va voir que le corps est prêt à accueillir l'autre. Les zones érogènes, ça vous dit quelque chose? Comment les stimulez-vous? Et même dans la rencontre, est-ce votre satisfaction personnelle que vous cherchez ou bien est-ce que vous cherchez la satisfaction de l'autre? Je vais résumer. Qui êtes-vous? Comment fonctionnez-vous? Est-ce que vous vous connaissez? Et le partenaire, comment il est? Comment fonctionne-t-il? Est-ce qu'il se connaît? Et même s'il se connaît, est-ce que vous vous connaissez l'un l'autre? Comment harmoniser votre relation en fonction de vos personnalités? Ça serait déjà une chose de bien. Deuxième situation, les interventions extérieures. Dans quelle mesure elles sont faites pour vous aider? Ne sont-elles pas faites pour vous noyer? C'est à vous de pouvoir discuter tous les deux et voir qu'est-ce qui est dans votre intérêt et qu'est-ce qui est là pour vous nuire. Et s'il y a des choses qui sont là pour vous nuire, eh bien, vous allez prendre vos précautions. Le problème de l'argent. L'argent, c'est un problème dans beaucoup de couples. Vous avez de l'argent du couple, vous avez vos projets, sachez faire un budget, sachez faire ce qu'on appelle une hiérarchisation des besoins. Et la hiérarchisation des besoins, ce n'est pas imposer à l'autre ce que vous voulez que vous fassiez avec l'argent. C'est en discutant à deux que vous allez voir qu'est-ce que nous mettons au premier plan, qu'est-ce qui viendra en deuxième position, ainsi de suite. Et surtout, méfiez-vous des amis, méfiez-vous des parents, méfiez-vous des gens qui, au lieu de vous laisser cheminer, au lieu de vous laisser vous épanouir, ils sont là à interférer, non pas pour votre bien, mais pour leur bien à eux. Et alors même les jours où vous serez fâchés, eh bien, gardons nos bonnes habitudes de l'Afrique, où on ne jette pas trop vite le partenaire. Moi, je suis de ceux qui pensent que même les jours où vous êtes en colère, si vous avez des gens dans votre entourage qui veulent vraiment votre bien, il y a quand même moyen de souffler encore sur la braise et faire réagir la flamme de votre amour. C'est tous les biens que je vous souhaite. On trouve des jeunes filles qui entrent dans le mariage qui ne connaissent même pas leur corps. On trouve des jeunes gens qui entrent dans le mariage qui partent aussi des préjugés, des choses qu'ils ont lues dans des revues, des films qu'ils ont regardés sur Internet. On part avec ces idées-là et on espère retrouver ça dans le couple.
J'aimerais donner un témoignage. Nous avons pris les hommes, nous les avons mis dans une salle et les femmes dans une autre salle. Et moi, en tant qu'animateur, je suis allé dans la salle des femmes et je leur ai dit, sur le plan de votre vie intime, vous avez sûrement une remarque à faire à votre conjoint, mais que vous n'osez pas. Eh bien, dites ça maintenant. Vous êtes rien que vous, les femmes. Vous mettez ça sur un bout de papier. Nous allons nous retrouver après et on va mettre ça en commun. Je suis allé chez les hommes, j'ai dit la même chose. Et puis on s'est retrouvés pour la mise en commun. Et là, on donne la parole d'abord aux femmes. Et les femmes disent aux hommes, chérie, vous savez, quand vous revenez là, vous avez déjà bu, vous jetez votre mallette. Hein. Il m'arrive de prendre la mallette et de l'ouvrir. Et un jour, j'ai vu là-dedans une revue. Revue de charme, quoi. Et la femme dit, j'ai vu dans cette revue des choses que j'aimerais bien essayer moi aussi. Et tous les hommes s'exclament, mais non, femme mariée, femme mariée. Et les femmes ont réagi, ah bon? Et vous, l'homme marié, qu'est-ce que cette revue-là fait dans votre mallette? À bon entendeur. Et quand on a demandé aux hommes, qu'est-ce que vous avez à dire à vos femmes? C'était que, on dirait que ça ne les intéresse jamais. Et les femmes ont répondu, mais qu'est-ce que vous êtes aveugles, vous les hommes? Il nous arrive de vous solliciter. Mais c'est vous qui êtes aveugles. Les femmes disent, monsieur, on est avec lui devant la télé. Et puis à un moment, je lui dis, bon, je voudrais bien aller maintenant au lit. Est-ce qu'il ne peut pas comprendre? Plutôt que de comprendre, lui, il est même capable de dire, ah déjà, tout ça parce que la culture a voulu que madame ne sollicite jamais son homme. Alors que les hommes aimeraient bien que l'on formule. Dans tout ça, n'oublions pas le poids de la culture. J'ai vu en Afrique des tribus dans lesquelles on demande à la fille d'attirer plutôt que de formuler. Conséquence, quand vous demandez aux hommes, mais qu'est-ce que vous avez à conseiller à vos femmes? Oui, mais jamais ils n'expriment leur désir, c'est comme si on les forçait. Mais justement, vous l'avez éduqué à ça. Et alors, quand on demande aux femmes, les plaintes vis-à-vis des hommes, c'est quoi? Ben, le combat a à peine commencé et il est terminé. Ça ne va pas et nous, on reste dans l'insatisfaction. Mais dans un cas ou dans un autre, il y a moyen de vous aider. Il y a des séminaires de formation qui vous permettent d'améliorer les choses. Hein.